Je sais exactement pourquoi tu es sur cette vidéo. Tu passes sûrement ton temps à chercher le bon business, la bonne idée, mais au final, tu passes pas vraiment à l'action parce que tu sais pas vraiment par où commencer ni quoi proposer concrètement. Et je te rassure, c'est totalement normal parce qu'aujourd'hui, on retrouve de tout et n'importe quoi sur Internet, plein de gens qui te montrent des nouveaux business, mais personne ne te montre vraiment et concrètement comment partir de zéro, comment trouver tes premiers clients, quoi leur proposer et comment obtenir tes premiers résultats. Pourtant, il existe un modèle simple qui peut devenir extrêmement rentable lorsqu'il est bien exécuté et qui peut te permettre d'obtenir tes premiers clients, donc tes premiers résultats en seulement quelques jours, voire quelques semaines. Le problème, c'est que personne n'en parle correctement et quand tu essayes de rechercher des informations sur Internet, soit tu tombes sur des trucs trop vagues ou incomplets, soit sur des trucs qui n'ont rien à voir. Et dans cette vidéo, je vais te montrer une partie complète de ce système applicable directement. Je vais d'abord t'expliquer ce que c'est le B2B de manière concrète et t'expliquer pourquoi, selon moi, c'est le meilleur modèle à lancer aujourd'hui. Ensuite, je vais t'expliquer comment trouver une offre que les entreprises seront vraiment prêtes à acheter et à payer très cher, comment identifier un problème qui leur coûte beaucoup d'argent, comment trouver des prospects, comment les contacter et surtout, le plus important, comment obtenir tes premiers clients et tes premiers résultats le plus rapidement possible. Et honnêtement, c'est la vidéo sur laquelle j'aurais aimé tomber au début quand j'ai commencé. Alors sois attentif, prends des notes, on commence directement. Alors avant de t'expliquer comment trouver ton premier client B2B, il faut comprendre pourquoi je recommande quasiment à chaque fois le business modèle économique B2B. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent lancer un business sur Internet, hein, c'est un fait, mais elles choisissent leur marché sans vraiment comprendre les règles du jeu. Et pourtant, vendre à un particulier et vendre à une entreprise, c'est deux mondes totalement différents. En fait, on entend souvent parler de B2C, B2B, mais personne ne vous explique ce que c'est vraiment. Moi, je vais vous le dire, B2C, ça signifie business to consumer. Donc, autrement dit, en français, une entreprise qui vend à un particulier. Donc, par exemple, ça peut être une marque de vêtements, une boutique Shopify, une salle de sport. Ici, le client final, c'est un particulier. À l'inverse, ici, on a le B2B qui signifie business to business. Et en français, ça veut dire c'est une entreprise qui vend à une autre entreprise. Donc, par exemple, c'est tout ce qui est agence, cabinet de recrutement, consultant, société informatique. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et du coup, le client final ici, c'est une entreprise, tout simplement. Maintenant, la vraie question à se poser, c'est pourquoi est-ce que je préfère le B2B, tout simplement. La réponse, elle est vraiment simple, c'est parce que les entreprises, elles ont pardon, généralement beaucoup plus à gagner lorsqu'elles prennent une décision. Voilà, regarde. Imagine un particulier, tu lui proposes, je sais pas, une prestation à 1000 euros. Pour lui, ces 1000 euros, ça représente souvent plusieurs jours, voire plusieurs semaines de travail. Même des fois, bah, c'est littéralement leur salaire. Donc la dépense ici, elle est beaucoup plus importante. Donc forcément, la décision, elle est plus émotionnelle, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que voilà, il va réfléchir longtemps, il va comparer énormément d'options et parfois il va même repousser son achat ou même négocier, ça arrive. Maintenant, voilà, on va prendre une entreprise. Si cette même entreprise, allez, on va dire qu'elle génère entre 20 000 et 50 000 ou je sais pas, même 100 000 euros par mois, les 1000 euros, en fait, elle va pas les sentir de la même manière. C'est-à-dire que l'entreprise, elle se demande plus seulement combien ça va coûter, mais elle va surtout se demander combien ça va lui rapporter dans le temps. Et là, ça change absolument tout. Parce que l'entreprise, elle raisonne principalement avec le retour sur investissement. C'est ce qu'on appelle le ROI, Return on Investment, donc le retour sur investissement. Par exemple, si je dépense 1000 euros et que ça me permet d'en récupérer 5000, alors la dépense, elle devient logique. C'est exactement ce que l'entreprise va penser. Et du coup, la décision, elle devient rationnelle. Il y a aussi un autre problème avec le B2C, c'est la volatilité. C'est-à-dire que les particuliers, ils achètent souvent sous l'effet d'une émotion, de manière émotionnelle, comme je vous l'ai dit. Ils peuvent être extrêmement enthousiastes aujourd'hui et complètement désintéressés le lendemain. Les tendances, elles changent, les modes changent, les comportements changent, mais le marché, forcément, il devient instable à cause de ça. Et surtout, bah, la concurrence, elle est féroce. Elle va pas avoir de pitié. Donc voilà, résultat, tu dois souvent investir énormément en publicité, ça te coûte très cher, tu dois créer énormément de contenu, gérer beaucoup de volume et parfois vendre avec des marges relativement faibles. Parce que tu vas te battre à vendre un produit à 50 balles, laisse tomber. À l'inverse, en B2B, en une seule relation, ça peut littéralement changer ton activité. C'est-à-dire que une entreprise satisfaite, elle peut rester cliente beaucoup plus longtemps, donc parfois plusieurs mois, parfois même plusieurs années, et elle peut te recommander et même du coup t'apporter d'autres clients avec le bouche à oreille, quelque chose de très puissant. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Littéralement, c'est ce qu'on appelle la valeur vie client ou Customer Lifetime Value. Donc autrement dit,
combien un client te rapporte sur toute la durée de la relation. On va prendre un exemple très simple, comme je vous l'ai dit juste avant. En B2C, un client il va te payer, je sais pas, 50 balles, 30 balles, ça dépend le produit. Il disparaît, hop, fin de l'histoire. Il n'y a plus d'argent à prendre. Maintenant, imagine une entreprise qui va te payer 1000 euros par mois pendant 12 mois. Tu viens de générer 12 000 euros avec seulement un client, sachant que 1000 euros, c'est un prix parmi tant d'autres. En B2B, les tickets, ils sont vraiment très élevés. Ça peut aller des fois jusqu'à 10 000 euros. J'ai déjà eu un client qui m'a payé 13K. Donc voilà, ça peut monter très, 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 très rapidement et très haut. Donc voilà, là, tu commences à comprendre rapidement pourquoi le B2B peut devenir extrêmement rentable. Mais voilà, selon moi, le plus gros avantage du B2B, c'est même pas l'argent en vrai. Le plus gros avantage, c'est la prévisibilité. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle a des besoins permanents. Elle doit trouver des clients, elle doit recruter, elle doit se développer, elle doit améliorer son image. Et surtout, elle doit augmenter son chiffre d'affaires. Littéralement, c'est le critère numéro un le plus important pour elle. Ces problèmes, ils existent aujourd'hui. Et ils existeront demain et ils continueront d'exister pendant plusieurs années. C'est littéralement des critères que les entreprises ont besoin. Autrement dit, ici, tu vas pas construire ton activité autour d'une tendance, d'une mode qui va pas durer longtemps. Tu vas vraiment construire ton activité autour de problèmes économiques récurrents. Et c'est précisément pour cette raison que je considère que le B2B, c'est l'un des modèles les plus accessibles lorsqu'on démarre sans capital important et qu'on veut lancer une activité pérenne dans le temps et surtout très rentable. Donc voilà, maintenant c'est bien beau, on a compris pourquoi le B2B était intéressant et pourquoi c'est l'un des meilleurs modèles pour démarrer. Mais maintenant il reste une question beaucoup plus importante, c'est qu'est-ce que tu vas proposer à ces entreprises? Parce qu'il y a de tout et de rien. Et c'est forcément une étape qui bloque la plupart d'entre vous. Donc, en fait, une fois que tu as compris le principe du B2B, tu vas te retrouver face à une feuille blanche et tu sais que tu veux travailler avec des entreprises, ça c'est logique, tu sais qu'elles ont de l'argent et qu'elles peuvent devenir des clients du coup très rentables sur le long terme, mais le truc qui bloque, c'est que tu sais pas quoi leur vendre. Et ça, c'est totalement normal. Parce qu'aujourd'hui, trouver un marché, c'est relativement simple. Trouver une offre qui apporte suffisamment de valeur pour qu'une entreprise accepte de payer plusieurs milliers d'euros, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Le problème, c'est que beaucoup de services qui étaient extrêmement populaires il y a quelques années sont de nos jours devenus beaucoup plus difficiles à vendre aujourd'hui. Je sais pas, je vais prendre l'exemple, allez, des sites web. Moi, j'ai vu plein de vidéos de gens qui vendaient des sites web pendant des années. Elles faisaient ce qu'on appelait du SMMA. C'est-à-dire qu'elles allaient sur Google Maps, elles regardaient quelle entreprise n'avait pas de site internet, puis elles les contactaient une par une pour leur proposer de leur en créer un. Et à l'époque, ça fonctionnait très bien, mais maintenant, en fait, il y a plein de nouvelles technologies qui fait que les entreprises peuvent créer leur même site sans savoir coder avec des outils no-code avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, elles savent que l'intelligence artificielle, forcément, ça génère des sites en quelques minutes et du coup, elles vont pas avoir besoin de vous. Mais voilà, ça ne veut pas dire que la création de sites internet est morte, loin de là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est devenu beaucoup plus difficile de se différencier simplement en disant, voilà, je vais vous faire un site. Donc moi, concrètement, quand j'ai commencé à réfléchir sérieusement à mon offre, je me suis posé une question très simple. Quel est le problème qui coûte réellement de l'argent aux entreprises, mais qui n'est pas suffisamment traité aujourd'hui? J'ai passé énormément de temps à analyser le marché. J'ai regardé ce que proposaient les agences, j'ai regardé ce que proposaient les freelances, les consultants, j'ai regardé un peu les tendances liées à l'IA, toutes les automatisations, etc. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que presque tous les services cherchent à résoudre des problèmes visibles. Mais il existe un problème beaucoup plus discret, beaucoup plus difficile à mesurer, et pourtant extrêmement coûteux pour les entreprises. Et ce fameux problème, c'est le manque de crédibilité sur les réseaux. Parce qu'une entreprise, elle aura beau avoir le meilleur produit du monde, le meilleur service, etc. Mais si au moment où un nouveau prospect va décider de cliquer sur cette entreprise pour la découvrir et qu'elle n'inspire pas confiance, elle perdra une vente. Et ça, énormément de dirigeants ne s'en rendent même pas compte. Aujourd'hui, lorsqu'un prospect découvre une entreprise, il ne prend quasiment jamais sa décision immédiatement. C'est-à-dire qu'il va regarder son profil Google, il va regarder les avis, les photos, son compte Insta, même parfois son compte LinkedIn, ça arrive. Il va consulter le site et en quelques secondes seulement, il va se faire une opinion. Et donc, il va se dire inconsciemment, ok, cette entreprise, elle a l'air sérieuse, ou alors au contraire, le pire, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Même si le produit a l'air bien. Le problème à ça, en fait, c'est que lorsqu'un prospect ressent cette méfiance,
ils ne téléphonent généralement pas pour demander des explications. Ils laissent pas de deuxième chance, ils retournent simplement sur Google pour chercher une autre entreprise concurrente. Et c'est précisément là que les entreprises perdent énormément d'opportunités commerciales sans même s'en rendre compte. Parce que le client, il n'a pas téléphoné, il n'a pas demandé, il n'a pas envoyé de message, il s'est juste redirigé vers un concurrent sans rien dire. On appelle ça une vente fantôme. Et voilà, c'est juste pour cette raison que moi j'ai décidé de me spécialiser sur ce problème. Donc concrètement, ce que je fais, c'est que j'identifie des entreprises qui présentent un déficit de crédibilité en ligne. J'analyse leur présence digitale sur des critères bien précis. J'observe leur profil Google, leur avis, leur Insta, leur LinkedIn. Il y a quoi? Il y a les photos également, leur positionnement, enfin tout ça. Et ensuite, je leur montre où se situent les points faibles, on va dire, de friction qui peuvent réduire leur taux de conversion et leur faire perdre des clients, des leads quotidiens. En fait, mon but, c'est vraiment de leur faire prendre conscience qu'il existe parfois un écart énorme entre la qualité réelle de leur entreprise et la manière dont elle est perçue par leurs prospects. Et lorsqu'un dirigeant comprend qu'il est potentiellement en train de perdre des dizaines de clients chaque année simplement parce que son image en ligne n'est pas à la hauteur de son entreprise, la conversation change complètement, croyez-moi. Et à partir de ce moment-là, il va plus réfléchir en termes de coûts. C'est-à-dire qu'il va surtout réfléchir en termes de ROI, comme je vous l'ai dit, de retour sur investissement, de manque à gagner. Et lorsqu'une entreprise comprend qu'un problème lui coûte potentiellement plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, investir quelques milliers d'euros pour le résoudre, ça devient soudainement une décision beaucoup plus simple à prendre. Parce que forcément, si vous lui dites que grâce à votre service, elle gardera 10 000 euros dans sa poche de clients qui ne passent pas à l'action avec elle, vous payez 2 000, 3 000, 5 000 euros, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Il faut vraiment faire la différence entre le terme dépense et investissement. Donc c'est juste pour ça que moi je vais pas vendre simplement, je sais pas, des publications Instagram, je suis pas community manager, ou bien des profils LinkedIn optimisés, ou même des avis Google. Moi ce que je vends c'est quelque chose de bien plus important concrètement, c'est plus de confiance, plus de crédibilité, et forcément plus de leads quotidiens qui ne sont pas perdus. D'ailleurs, si tu veux tenter de faire partie du groupe restreint d'élèves que j'accompagne à atteindre minimum 10K en 6 mois, c'est vraiment la garantie de résultat qui est écrite sur un contrat officiel rédigé par un avocat. Donc c'est pas une promesse dans le vent. Tu as un lien dans la description pour candidater. Fais ta petite candidature. J'examinerai moi-même ton profil. Et si jamais je vois que tu es sérieux, motivé et prêt à passer à l'action, on peut voir pour se faire un appel ensemble et voir ce qui est potentiellement possible. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment trouver vos premiers clients en B2B avec ce modèle économique. Donc la première étape, qui est l'une des plus importantes littéralement, c'est optimiser son profil. Et honnêtement, pour moi, c'est vraiment l'étape qui est la plus sous-estimée, alors que c'est l'étape la plus importante. Parce qu'en fait, la plupart des gens, ils pensent que, ok, je vais envoyer 100 messages, forcément quelqu'un va me répondre. Sauf qu'ils oublient une chose qui n'est pas des moindres, c'est que lorsqu'un prospect reçoit ton message, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va directement cliquer sur ton profil, obligatoirement. Et c'est à ce moment-là que soit tu gagnes, soit tu perds la conversation. Le premier élément, c'est la photo de profil. Moi, ce que je recommande, c'est à chaque fois de mettre une photo humaine. Pourquoi? Parce qu'en B2B, la confiance est un facteur de conversion énorme. Un logo inconnu ou, je sais pas, un logo d'agence, ça crée aucune connexion émotionnelle. Mais une vraie personne, en l'occurrence votre tête, ça crée de la confiance. Ensuite, deuxième point, la bio, la biographie. Et là, je vois une erreur partout. Les gens, en général, ils écrivent un truc du style, ok, j'aide les entreprises à se développer. Mais ça ne veut rien dire. Une bonne bio, elle doit répondre à trois questions importantes. Qui es-tu? Comment? Et pour quel résultat? Par exemple, tu peux dire un truc du style, j'aide les cabinets d'avocats à renforcer leur crédibilité en ligne afin d'obtenir davantage de demandes qualifiées. Là, tu vois, c'est clair. On comprend immédiatement ce que tu fais. Troisième point, le contenu. Très important également. Donc maintenant, imagine que moi je suis avocat, tu m'envoies un message, je clique sur ton profil, etc. Je vois quoi? Je sais pas, des citations motivationnelles, des photos de vacances, des trucs qui n'ont rien à voir, ou alors des analyses de profil d'avocat, des audits, des conseils, des études de cas. En fait, tu vois, la différence, elle est là. Plus ton contenu est spécifique à ton marché, plus tu augmentes ce qu'on appelle ton autorité perçue. Et enfin, les preuves. Même si tu débutes, il faut mettre de la social proof. Une preuve, c'est pas forcément un client. Ça peut être un audit réalisé, une analyse détaillée, une démonstration, un avant-après, ou même une étude de cas. Il y a plein de trucs.
Et en fait, ici, le but, il est très simple, c'est de réduire le risque perçu dans l'esprit du prospect. Donc maintenant que ton profil est prêt, on peut passer à l'étape suivante et c'est probablement l'erreur qui empêche le plus de débutants à signer leur premier client. Choisir une niche. Et attention, je ne parle pas d'une niche parce qu'elle te plaît, je parle d'une niche parce qu'elle a un besoin, de l'argent et un problème qui est visible. Je vais te donner une analogie, regarde. Imagine, tu as deux restaurants, tu as faim, tu veux manger une pizza. Ok, le premier, il fait pizza, burger, tacos, pâtes, sushi, tout ce que tu veux. Le deuxième, il fait uniquement des pizzas. Donc voilà, comme je te l'ai dit, tu veux manger une pizza, vers lequel tu vas naturellement aller. Forcément vers celle qui fait uniquement des pizzas parce que dans ta tête, tu vas dire que, ok, elle est spécialisée, elle fait que ça tous les jours, donc forcément, ça sera meilleur. Et bah écoute, en B2B, c'est exactement pareil. Quand tu écris j'aide les entreprises, tu n'es spécialiste de personne. Mais quand tu écris j'aide les cabinets d'esthétique à améliorer leur présence en ligne, tu deviens immédiatement plus crédible. En plus de ça, tu vas gagner quelque chose d'énorme, c'est le contexte. Tu vas comprendre leurs problématiques, leurs objections, leur vocabulaire et leur marché. Et ça va augmenter considérablement ton taux de réponse. Donc maintenant que ton profil est crédible, que ton marché est défini, il faut trouver forcément le plus important, les entreprises à contacter. Donc la troisième étape, c'est de constituer une liste de prospects. Personnellement, pour trouver ces prospects, j'utilise principalement Google Maps, LinkedIn, Instagram. Vous me direz pourquoi? Parce que pour moi, ce sont des bases de données géantes d'entreprises. Tu trouves de tout. Et là encore, attention, erreur classique, les débutants, ils vont contacter tout le monde. Moi, je cherche uniquement les entreprises qui présentent déjà des opportunités visibles. Par exemple, je vais vous dire, allez, une entreprise qui a pas trop d'avis Google, un Instagram pas du tout propre, pas du tout pro, un Insta abandonné, des photos de mauvaise qualité, aucune story à la une, un nombre d'abonnés insuffisant, LinkedIn inexistant. Vous voyez, il y a plein de trucs. Pourquoi? Parce que, en fait, lorsqu'un problème est visible, c'est beaucoup plus simple à vendre qu'un problème qui est invisible. Vous allez vendre quoi à une entreprise qui est déjà crédible? Rien du tout. Donc voilà. Et ton objectif ici, c'est pas de vendre directement. Ton objectif, c'est de créer une liste, mais une vraie liste. C'est-à-dire 200 entreprises par exemple. Et attention parce que plus ta liste est bonne, plus la suite devient facile. Donc voilà, maintenant on passe à ce nouveau bloc. Et à ce stade, la plupart des débutants, ils font encore une énorme erreur. Ils essayent de vendre dans leur premier message. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec un message du style bonjour, je suis expert en marketing digital, j'aide les entreprises à générer plus de clients grâce à une stratégie innovante. Et le prospect, il arrête de lire après la deuxième ligne. En fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que le but du premier message, c'est pas de vendre. Le but du premier message, c'est uniquement d'obtenir une réponse. Et c'est quelque chose qui sera déjà précieux. C'est ce qu'on appelle un micro-engagement. En fait, tu vas pas chercher un client, tu cherches simplement une conversation au début. Et un bon message, il doit être court, personnalisé. Ça ne doit pas être quelque chose qui est interchangeable, que tu envoies à tout le monde. L'entreprise doit vraiment se sentir comprise. Ça doit être naturel et quelque chose qui est facile à répondre. Parce que si tu lui poses une question ultra complexe, elle va pas te répondre. En fait, partez du principe que les entreprises, c'est des entités qui se font prospecter tous les jours. Tous les jours, elles reçoivent des messages. Et forcément, si ton message il ne sort pas de la norme, entre guillemets, elle va pas te répondre. Donc, par exemple, je vais vous mettre un exemple. Bonjour Lucas, je suis tombé sur votre cabinet d'avocat et j'ai remarqué quelques opportunités d'amélioration concernant votre présence en ligne. Seriez-vous ouvert à recevoir un mini audit gratuit? Là, ce qui est intéressant, c'est que je ne parle pas de prix, je ne parle pas de prestations, je ne parle pas de moi, je parle uniquement de lui. Et dans mon message, on sent que je veux vraiment l'aider et que je ne veux pas lui vendre quelque chose. Ensuite, à partir de là, il y a deux scénarios possibles. Le premier scénario, le prospect ne répond pas. Deuxième scénario, le prospect montre de l'intérêt. Et là, c'est très important, il faut faire attention. Quand un prospect ne répond pas, ça ne veut pas forcément dire que c'est un mauvais prospect ou qu'il n'est pas intéressé. Ça peut être par exemple le mauvais timing, c'est-à-dire que les entreprises reçoivent beaucoup de messages. Si vous envoyez le message en période de rush, elle peut peut-être ne pas le voir ou alors cliquer et se dire qu'elle répondra après. Mais comme c'est en période de rush, les entreprises, c'est des personnes qui sont très occupées, elle ne va pas forcément penser à vous répondre par la suite. Ensuite, ça peut être le mauvais message.
le mauvais canal, bien même votre compte qui n'est pas crédible, comme on l'a vu juste avant. En fait, la prospection, c'est un processus d'optimisation continue. C'est-à-dire que lorsqu'un prospect ne va pas répondre, moi je me dis pas, ok, putain, ça marche pas. Vous voyez, moi je me demande directement, qu'est-ce que je peux améliorer pour que les entreprises me répondent, tout simplement. C'est exactement ce qui permet d'augmenter progressivement son taux de réponse. Ensuite, supposons que maintenant le prospect y réponde, qu'il soit potentiellement intéressé ou même curieux. La pire chose à faire serait de préparer immédiatement un audit de 30 minutes. Pourquoi? Parce que, en vrai, on ne sait même pas s'il a réellement besoin d'aide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le qualifier. Ici, le but de la qualification, elle est simple. Déterminer si cette entreprise, elle a un problème, une volonté de le résoudre, c'est-à-dire est-ce qu'elle veut le résoudre ou est-ce qu'elle est très bien comme ça, et surtout une capacité à investir, mais ça en vrai c'est pas trop un problème parce que comme on est en B2B, la plupart des entreprises ont du budget. Pour qualifier les entreprises, seulement quelques questions suffisent largement. Attention de ne pas en poser trop, sinon vous allez la braquer et elle va penser que vous voulez gratter des infos, je sais pas. La première question que vous pouvez potentiellement poser, c'est est-ce que vous cherchez actuellement à améliorer votre présence en ligne? Deuxième question, comment obtenez-vous vos clients aujourd'hui? Troisième question, qu'est-ce qui vous freine le plus actuellement? Et quatrième question, avez-vous déjà essayé d'améliorer cette partie? Ces questions, elles permettent d'identifier ce qu'on appelle un prospect qualifié. Et un prospect qualifié, c'est un prospect qui a un problème, reconnaît ce problème et souhaite le résoudre. Ensuite, une fois que le besoin a été qualifié, on peut enfin passer à l'audit. Et attention, un bon audit, c'est pas une liste de critiques où vous allez tailler l'entreprise parce que, je vous mens pas, d'expérience, les entreprises sont très susceptibles. Enfin bref, ici le but d'un audit, c'est vraiment de créer une prise de conscience. Il faut vraiment que l'entreprise se dise, ok, ouais, là si j'agis pas, je vais continuer de perdre énormément d'argent. La structure, c'est toujours la même. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs parties. La première partie, c'est ce qui fonctionne déjà. Deuxième partie, ce qui pourrait être amélioré. Troisième partie, pourquoi c'est important. Et quatrième partie, qu'est-ce que je ferais pour justement atteindre les objectifs. Par exemple, vous pouvez faire un audit où vous allez comparer les avis. Donc en disant un truc du style, vous avez, je sais pas, seulement 8 avis Google. Comme vous le voyez, votre concurrent, il en a 120. Résultat, lorsqu'un client va comparer les deux entreprises, vous allez forcément perdre la vente parce qu'il va aller vers celle qui a le plus d'avis, parce qu'on sait très bien que l'entreprise qui a beaucoup plus d'avis inspire beaucoup plus confiance. Ou alors, ce que vous pouvez dire, c'est que, ok, votre Instagram, il est très peu actif. Et du coup, résultat de ça, lorsqu'un prospect il va vous découvrir, il découvre aucune preuve récente de votre expertise. Et forcément, il va être perdu. Donc, le plus important et ce qu'il faut retenir lors d'un audit, c'est qu'on relie toujours le problème aux conséquences et on donne la solution potentielle. Ensuite, il faut présenter trois priorités maximum. Et c'est probablement le conseil le plus important. C'est-à-dire que tu ne dois jamais présenter 25 recommandations ou plus. En fait, plus tu vas présenter de problèmes, plus tu vas créer de la confusion. Il faut être clair et radical. Moi, ce que je recommande toujours, c'est de présenter maximum trois priorités. Pour la simple et bonne raison que le cerveau, il adore la simplicité. Donc je vais dire, ok, si j'étais à votre place, voici les trois actions que je mettrais en place immédiatement. Ok? À ce moment-là, quelque chose d'intéressant se produit. Le prospect, il commence à voir de la valeur, il va comprendre son problème, il comprend les conséquences et surtout, il comprend que tu sais comment le résoudre. Tu es vu comme un expert. Le but ici, c'est vraiment de faire prendre conscience, et ce mot il est super important, il faut faire prendre conscience au prospect, et dès qu'il a compris qu'il perdait énormément d'argent et de leads potentiels du coup, à cause de sa mauvaise image en ligne, vous avez tout gagné. Et ici, à ce stade, quelque chose d'important vient de se produire. Le prospect, il a pris conscience de son problème et ça change tout. Parce qu'avant l'audit, il ne voyait pas forcément le problème. Il pensait que bah, tout allait bien, il était un petit peu ignorant. Maintenant, il le voit. Il comprend l'impact, il comprend ce qu'il perd et surtout, bah, il comprend qu'il ne sait pas forcément lui-même le résoudre. Donc, concernant l'offre, il y a une énorme erreur des débutants, c'est qu'ils compliquent tout. Donc en fait, le prospect ne doit jamais avoir besoin de réfléchir pour comprendre ce qu'il achète. Le mauvais exemple, c'est de dire, par exemple, je vais optimiser votre écosystème digital avec une stratégie omnicanal de visibilité. Là, personne ne comprend, un débutant ne comprend rien. À la place, moi, je vous conseille de dire un truc du style, je vais vous aider à rendre votre présence en ligne beaucoup plus crédible afin que davantage de prospects vous contactent.
Là, vous voyez, c'est simple, c'est compréhensible et c'est surtout orienté résultat. Il faut parler des résultats. C'est très important. Une bonne offre, elle va répondre à 3 questions. Une, quel problème est résolu? Deux, quel résultat est recherché? Et enfin, la troisième, comment est-ce qu'on va y parvenir? Par exemple, vous pouvez dire un truc du style, aujourd'hui votre présence en ligne ne reflète pas du tout le niveau réel de votre entreprise. Mon objectif, c'est de corriger ça. Donc pendant les 30 prochains jours, nous allons optimiser votre profil Google, votre Instagram et votre image globale afin d'augmenter la confiance des prospects qui découvrent votre entreprise. Ici, vous voyez, le prospect, bah forcément, il va comprendre immédiatement ce qu'il achète. Même vous, là, toi qui me regardes, je te dis ça, tu sais exactement ce que je vais faire. Si je te parle avec des termes compliqués, tu vas te dire, ok, dans quoi je me lance, quoi. Donc voilà, et surtout, en fait, ce qu'il faut faire, c'est toujours vendre la transformation et jamais les tâches. Ok? Donc, c'est-à-dire qu'on va pas vendre des posts, des audits, des modifications ou quoi. On va vendre une meilleure image, plus de crédibilité, plus de confiance, davantage d'opportunités, etc. En soi, dans les 2 cas dont je vous ai cités, c'est les mêmes choses, mais c'est surtout la façon de le dire qui change énormément. Et ça améliore largement la valeur perçue de votre offre. Donc, une fois que le prospect il va commencer à comprendre la valeur de la transformation, il reste plus qu'une chose à faire. C'est signer un client et le livrer. Signer un client, certes, c'est important, mais c'est pas ce qui va faire grandir un business. Ce qui fait grandir un business, c'est la capacité à produire un résultat derrière. Parce que le client, c'est pas seulement une source de revenus, c'est une future étude de cas pour ramener d'autant plus de clients derrière. Donc ça peut être une future preuve, un futur témoignage, une future référence. Et c'est pour ça que moi, lorsque je signe un client, mon objectif, c'est pas uniquement de l'encaisser. Après, certes, ça fait plaisir. Mais en fait, mon objectif derrière, c'est de créer un résultat suffisamment fort pour qu'il me permette d'en signer d'autres. Donc dès le départ, je vais fixer des objectifs clairs, des livrables clairs. Je vais essayer d'entretenir une communication qui est claire, un calendrier qui est optimal, etc. Et surtout, très important, documente tout, que ce soit avant, pendant, après, parce qu'une seule étude de cas peut parfois valoir beaucoup plus que des centaines de messages de prospection. Donc, une fois que tu as signé ton premier client, que tu as identifié ce qui allait pas, ce que tu devais améliorer sur la présence en ligne de l'entreprise, va falloir passer à l'étape la plus concrète, la livraison. Et concrètement, ton objectif, ça va vraiment être de rendre cette entreprise plus crédible aux yeux des prospects. Et pour ça, je te rassure, tu vas rien faire toi-même. Parce que si toi, tu devrais tout maîtriser, que ce soit LinkedIn, Insta, la rédaction photo, montage, avis, site internet et tous les autres éléments qui peuvent influencer la crédibilité de l'entreprise directement, tu t'étonnes bien que ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop compliqué. Et forcément, il faudrait avoir beaucoup de compétences. Là, je vous parle de quelque chose que tout le monde peut faire. Et en fait, ce que tu vas faire à la place, c'est que tu vas utiliser des prestataires spécialisés dans chacun des domaines. C'est-à-dire que tu vas t'entourer de personnes qui, eux, ont les compétences dans leur domaine et tu vas les faire intervenir sur des points précis que toi, tu as identifiés pendant ton audit juste avant. Donc, je sais pas, par exemple, si l'entreprise que tu as signée, elle a un problème d'optimisation LinkedIn, par exemple, tu peux aller sur des plateformes de freelance et rechercher quelque chose comme LinkedIn Profile Optimization. Si elle a un problème de design, tu vas chercher un designer. Si elle a un problème de rédaction, tu vas chercher un copywriter. Vous voyez, le principe, il est simple. Tu identifies le problème et tu trouves le bon prestataire adéquat pour résoudre ce problème. Par contre, fais attention, il faut surtout pas choisir les prestataires au hasard. Il y a plein de critères sur lesquels il faut se baser parce que tous les prestataires ne se valent pas. Il faut regarder les avis, les anciens travaux, leur niveau de communication, leur délai, leur spécialisation, la capacité à comprendre exactement ce que tu veux livrer à ton client final. Parce que à la fin, même si c'est pas toi qui réalise techniquement la tâche, c'est toi qui va livrer, donc c'est toi qui va être responsable du résultat final auprès de l'entreprise. Donc, je te conseille aussi d'avoir minimum 2 prestataires pour chaque type de tâche. Comme ça, si jamais il y en a un qui prend du retard ou que l'autre il répond pas ou livre un travail pas assez propre, tu as toujours une solution de secours. Donc, une fois que tu as trouvé les prestataires, tu vas les payer avec l'argent que ton client t'a versé juste avant. Et c'est là justement que le modèle devient intéressant parce que bah, toi, tu n'as pas à avancer avec ton propre argent. Tu encaisses ton client, tu gardes ta marge et ensuite tu utilises seulement une petite partie pour payer les prestataires. Sachant que cette partie, elle est généralement très faible. Donc tu gardes allez, un bon 80% de marge dans ta poche en net.
En général, selon la tâche, certains prestataires peuvent livrer en 2 à 4 jours, même des fois moins. Ensuite, c'est toi qui vas récupérer le travail, qui va vérifier la qualité, qui t'assure que tout correspond bien à ce qui a été promis, et ensuite tu présentes le résultat final à l'entreprise de manière professionnelle. C'est important également de comprendre une chose, c'est que ton rôle n'est pas seulement de trouver un prestataire et de transmettre le travail, ton rôle c'est vraiment de piloter le projet, de t'assurer que le résultat améliore réellement la crédibilité de l'entreprise et surtout de livrer quelque chose qui donne au client la sensation d'avoir fait un vrai investissement et pas juste d'avoir acheté une prestation basique qu'il pourrait retrouver ailleurs. En fait, tu dois vraiment être le chef d'orchestre, c'est toi qui gères tout de A à Z. Et lorsqu'un résultat devient visible, quelque chose de très intéressant se produit. Et c'est ici que la plupart des débutants ils passent à côté d'une énorme opportunité. Et vraiment, j'insiste sur le mot énorme. Ce qu'ils font, eux, c'est que ils terminent la mission, le client il est content, et bam, client suivant directement. Moi, ce que je fais, c'est que je récupère quelque chose qui est vraiment ultra précieux, c'est la preuve. Pourquoi? Parce qu'une preuve, ça vaut beaucoup plus que sans argument. Ce que je veux dire par là, c'est que une preuve, ça inspire confiance et du coup, ça ramène beaucoup plus de clients derrière. Cette preuve, elle peut prendre plusieurs formes, que ce soit un témoignage écrit, une vidéo, un avant-après, une capture d'écran comme j'ai mis ici, un résultat visible, une étude de cas, etc. Et plus cette preuve elle est spécifique, plus elle est puissante. Par exemple, un screen où on va te dire excellent travail, c'est quelque chose de très faible. Par contre, si l'entreprise vous dit un truc du style, bah écoutez, en 30 jours, notre profil est devenu beaucoup plus professionnel et nous recevons davantage de messages et de demandes qualifiées, là c'est beaucoup plus fort et forcément ça inspire beaucoup plus confiance. Et le plus optimal, ce serait des témoignages vidéo. Donc voilà, cette preuve, elle va ensuite nourrir votre contenu. Elle va nourrir votre contenu, votre profil, vos futurs audits, vos futurs clients. C'est vraiment quelque chose d'ultra important. Donc voilà, note bien que en fait, chaque client qui va être satisfait de ton travail, ça devient un élément de crédibilité et de conversion supplémentaire pour plus tard. Et puis lorsqu'un client est satisfait, ici, il se passe généralement une deuxième chose de vraiment ultra puissante. C'est qu'en fait, les entreprises, bah, elles parlent entre elles. Et ça, énormément de débutants l'oublient. C'est le bouche à oreille. Un avocat, il connaît forcément d'autres avocats. Un agent immobilier, il connaît d'autres agents immobiliers. Un dirigeant, il échange avec d'autres dirigeants, etc. Vous avez compris le topo. Donc forcément, quand vous allez produire un vrai résultat, vous n'allez pas juste obtenir de l'argent et un témoignage. Vous allez obtenir potentiellement plein de recommandations. Et une recommandation possède quelque chose que le prospect n'a pas, la confiance. Quand quelqu'un arrive recommandé par une personne déjà satisfaite, une grande partie du travail est déjà faite. Vous n'allez pas vous battre à parler de ce que vous faites, depuis quand vous le faites, etc. Elle ne va pas regarder votre profil, enfin du moins très peu, et beaucoup moins qu'une entreprise qui ne vous connaît pas. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez déjà franchi la barrière la plus difficile qui est la crédibilité. Et c'est exactement à ce moment-là que tout va changer. C'est-à-dire que au début, vous êtes obligé de prospecter. Voilà, c'est du B2B. Vous allez contacter des entreprises, vous envoyer des messages, vous allez vous prendre des vues, des gens qui doutent un petit peu. Vous allez faire des audits, vous allez chercher à attirer l'attention. Puis, vous allez commencer à signer un premier client, un deuxième. Vous créez une preuve, vous obtenez des recommandations, vous publiez les résultats. Donc forcément, la crédibilité derrière, elle augmente. C'est-à-dire que vos prospects prochains, entre guillemets, ils vont vous faire davantage confiance. Les rendez-vous, ils deviennent beaucoup plus simples à obtenir. Certains prospects viennent directement à vous. Et forcément, petit à petit, vous passez d'un système où vous devez constamment prospecter, constamment courir après les clients, à un système où votre réputation travaille pour vous. Et c'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas. En fait, le premier client, c'est pas l'objectif. Le premier client, c'est vraiment le point de départ. Parce que ce client, il va vous permettre d'obtenir une preuve, une étude de cas, un témoignage et surtout des recommandations, donc logiquement des clients futurs. C'est pour ça que lorsque vous démarrez, votre priorité absolue ne doit pas être de gagner un maximum d'argent. Je sais, on se lance pour ça, on veut gagner de l'argent, mais il faut être logique. C'est-à-dire que vous devez penser que votre priorité, c'est d'obtenir un premier résultat suffisamment fort, justement pour créer un effet boule de neige, pour ensuite avoir davantage de clients, donc davantage de rentrées d'argent. Et c'est à ce moment-là que l'argent arrive.
Donc maintenant, tu sais concrètement comment trouver tes premiers clients en B2B et comment les livrer. Comme tu l'as vu tout au long de cette vidéo, ce modèle peut être extrêmement rentable lorsqu'il est bien appliqué et bien exécuté. La plupart des personnes qui regarderont ce type de contenu ne passeront probablement jamais à l'action. Mais si toi, tu es motivé, que tu veux construire une activité durable, stable et surtout pérenne dans le temps et très rentable, écoute-moi attentivement parce que je peux potentiellement t'accompagner. Quand je bosse avec quelqu'un, c'est toujours encadré par un contrat officiel rédigé par un avocat pour que tu ne prennes aucun risque. C'est-à-dire que je suis littéralement prêt à t'accompagner gratuitement si, au bout de 6 mois, tu n'as pas fait 10K. Parce que dans ce contrat, il y a une garantie très claire qui explique que si, au bout de 6 mois, tu n'as pas fait 10 000 euros, je te rembourse totalement. C'est-à-dire que j'aurais perdu 6 mois de mon temps à t'accompagner pour rien. Bien évidemment, c'est pas mon but. Mon but, c'est que tu chiffres, que tu atteignes ces 10K, même beaucoup plus. C'est vraiment le minimum symbolique, les 10K. La plupart de mes élèves, ils les ont dépassés haut la main, étant donné que, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, c'est du B2B, donc le ticket, il est très élevé. On parle de 2000, 3000, 4000 euros juste avec un client. Par contre, voilà, je préfère être transparent, je bosse pas avec tout le monde. D'ailleurs, je ne peux pas bosser avec tout le monde parce que si je prends le premier venu, je pourrais pas me concentrer à 100% sur l'accompagnement de mes membres. C'est pour ça que je prends uniquement les plus sérieuses, les plus motivées et celles qui veulent vraiment passer à l'action concrètement, rapidement. Donc si tu penses faire partie de ces personnes, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Tu fais ta petite candidature, je l'examinerai moi-même et si jamais je vois que ton profil il peut potentiellement correspondre, on se fera un appel tous les deux pour voir ce qui est possible. Si tu fais partie de ces personnes, on se retrouve de l'autre côté.